Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter à notre application une notification basique, comment la mettre en œuvre. Et pour faire ça, nous allons reprendre notre application telle que nous l'avons laissée, c'est-à-dire avec une page de groupe dans laquelle j'ai la possibilité de venir introduire un nouveau nom de groupe, mais avec une API qui nous permet de vérifier l'existence du groupe du côté du serveur. Si je donne un nouveau groupe ici que je cherche à créer, dans l'état actuel, l'application ne fonctionne pas puisque nous n'avons encore rien configuré. C'est la première chose que nous allons faire, c'est résoudre ce problème et voir au passage une autre manière de poster des données à partir d'un formulaire. Je vais donc reprendre ici ma vue de groupe. Ici, je vais commencer par mettre une route qui est un peu plus correcte et sans oublier de rajouter la méthode HTTP qui sera un post. On voit donc que nous allons essentiellement envoyer un newgroup. Le champ newgroup, c'est cela qui nous intéresse. Nous allons reprendre notre formulaire au niveau du contrôleur, et nous allons créer ici une méthode. Voilà notre méthode. Lorsqu'on appellera la route groups create par un post, nous allons créer et nous voyons ici le paramètre newgroup qui est une chaîne de caractères qui va être envoyée par le formulaire et que nous allons récupérer ici. La fonction, elle est très simple. Nous créons un élément newgroup, nous le rajoutons à l'aide du contexte Entity Framework, nous sauvons les changements et nous retournons sur notre liste de groupes. Il faut encore gérer correctement les routes. Nous allons générer une route pour créer un nouveau groupe. Je vais m'inspirer de la route de base pour la consultation. Je vais renommer cette route create group. Elle répondra au template, eh bien celui que j'ai mis ici. Donc groups create. Que je recopie et nous allons donc appeler la méthode create que je viens de rajouter. Regardons ce que cela donne. Voilà, je vais dans ma page de groupe, je vais créer un groupe foot. Et voilà, mon groupe a été créé. La deuxième étape de mon développement va consister maintenant à introduire une authentification que je vais utiliser de manière complète avec des rôles, des utilisateurs et des droits d'accès. Donc on a ici nos pages pays et groupes qui sont pour l'instant complètement accessibles. Nous avons la possibilité de modifier les données, quel que soit l'utilisateur qui est sur l'application. Donc, pour modifier ceci, nous allons nous baser sur le module Identity d'ASP.NET qui nous donne toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une authentification. Sur notre projet, nous allons ici ajouter un nouvel élément préconstruit, scaffolded, parmi lesquels nous trouvons ici Identity. Identity est donc le nom du package qui va permettre de gérer nos accès. Nous lançons ce wizard. Alors la première chose à donner va être quelle est la page de layout que l'on utilise. Il s'agit de notre page layout.cshtml. Et ici, le package Identity vient déjà tout prédéfini avec des vues, des contrôleurs, tout ce qu'il nous faut. Par contre, bien entendu que cela est un format prédéfini et en anglais.
je vais vouloir probablement modifier certains fichiers, donc je vais cocher cette option qui va me permettre de redéfinir n'importe lequel de tous ces fichiers, nous n'en ferons que quelques-uns. Ici, il va avoir besoin d'un data context. Je vais créer un data context pour notre, pour le but uniquement de notre identity module. Voilà, nous n'allons pas utiliser de classe user. Je vais donc ajouter maintenant ces éléments. Regardons ce que Visual Studio nous a généré. Tout d'abord, nous voyons un fichier scaffolding readme qui nous donne quelques indications supplémentaires. Je vais pour l'instant m'en passer de ce document. Voilà. Et regardons ce qui a été créé. Nous avons en particulier ici un dossier Areas dans lequel nous trouvons notre module Identity qui va contenir un Identity Context, celui qu'on vient de créer, qui va contenir un certain nombre de pages. On va trouver en particulier ici nos pages de login, nos pages de register pour s'enregistrer, etc. Nous avons aussi également notre appsettings.json qui a été modifié puisqu'il a maintenant une connection string qui va servir à notre identity context. Pour faire simple, nous allons utiliser exactement la même base de données que celle qui contient notre carnet d'adresses. Par défaut, Identity propose une base de données locale. Je vais sauver ce fichier et ces modifications maintenant vont devoir être appliquées, enfin des modifications vont devoir être appliquées à la base de données, ce que nous allons faire à partir du mode console. Nous allons commencer par générer une migration. Voilà, on voit qu'on a un problème parce que nous avons plusieurs contextes dans notre solution. Il faut lui spécifier lequel doit être utilisé. Donc nous l'avions appelé Identity Context. Voilà, on observe ici la création de fichiers de migration qui vont avoir pour rôle de créer les tables nécessaires à la gestion des mots de passe dans notre base de données. Nous allons ensuite appliquer cette migration avec la commande update database qui présentera la même requête de connaître le contexte dans lequel exécuter cette migration. Voilà, une fois exécuté, nous allons dans notre base de données. Ça, c'est la version l'état avant la migration. Et maintenant, si je rafraîchis, je vois que j'ai toute une série de tables qui ont été créées pour gérer les rôles et une table qui a été créée pour gérer les migrations de l'Entity Framework. Il me reste maintenant qu'à activer et rendre accessible mon authentification. Je vais regarder ces scripts pour l'instant. Deux choses sont requises. Tout d'abord, au niveau de mon initialisation de l'application, il va falloir spécifier que nous utilisons notre authentification identity. Deuxième chose à réaliser, c'est de donner l'accès au menu. Donc cela, nous le ferons dans notre vue, dans le layout. Nous avons ici nos liens, divers liens de navigation et juste après, nous allons rajouter une vue partielle qui a été générée lors du scaffolding. Login partial, elle est ici. Regardons, on voit que nous avons ici nos informations concernant la gestion des utilisateurs. Regardons ce que cela donne.
Nous avons donc nos menus qui sont apparus, Register, Login. Je vais aller commencer par m'enregistrer. L'enregistrement se fait sur la base d'un email. Alors je vais donner boss@acme.com, sera ma compagnie, mot de passe. À noter que si je donne des mauvais mots de passe, j'ai directement une validation qui est bien entendu réalisée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Je remets 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que j'ai aussi une politique de sécurité qui est définie, qui est naturellement adaptable, customisable. Donc je vais mettre cette fois un mot de passe un peu plus conforme aux attentes. Voilà, mon utilisateur a été créé, mot de passe enregistré et je suis connecté. Je peux maintenant me déconnecter, me reconnecter. Mon navigateur s'est souvenu de mes informations. Connexion, déconnexion effective. Alors voir ce qui se passe au niveau de la base de données. Je vais avoir ici, dans les utilisateurs, voilà, mon boss est présent. L'étape suivante va consister à ajuster d'abord les vues qui ont été générées de manière automatique, tout simplement en les traduisant, puisqu'on voit qu'ici j'ai des formulaires en anglais. Des informations, ici la possibilité d'utiliser un autre service tel que Facebook, Twitter pour s'authentifier, qu'on ne va pour l'instant pas garder. Il va falloir faire un petit peu de travail de cosmétique sur lequel je vais passer très rapidement. Voilà, nous avons donc nos textes maintenant en français, une création de compte, des vues qui ont été traduites. Regardons, en fait, c'est extrêmement limité les choses à faire. Les pages qui ont été générées et mises à disposition ont simplement été traduites. À relever quand même, malgré tout, une modification. Ici, l'adresse email, le texte, le label utilisé précédemment utilisait les data annotations. Nous ne pouvons pas le faire ici de manière directe parce que le modèle est généré par le module Identity et il est en read-only. Donc nous ne pouvons pas aller rajouter nos annotations dans le modèle pour ces éléments-là, raison pour laquelle nous avons utilisé ici des labels tout simples. Donc les pages Login et Register, ainsi que la vue partielle pour notre menu. Maintenant que nous avons nos utilisateurs qui sont définis, nous allons l'appliquer pour limiter l'accès d'abord à certaines fonctionnalités à des utilisateurs qui sont connectés, authentifiés sur notre système. Le travail ici est très simple à réaliser. Nous allons dans, par exemple, le Country Controller et nous allons simplement annoter toute la classe du contrôleur pour dire que ce contrôleur ne peut être accédé que lorsqu'il est autorisé. Voilà, il faut référencer le bon namespace. Nous allons faire pareil au niveau du contrôleur de groupe. Le contrôleur que nous allons annoter également avec le mot-clé authorize, tout en n'oubliant pas de référencer le bon namespace. Nous allons aussi modifier Context Controller. Ici, mon objectif va être double. Le premier sera de laisser l'accès à tout utilisateur non connecté de consulter le tableau, mais également les détails d'un contact. Premier objectif. Et le deuxième va être de cacher le bouton permettant d'ajouter un contact, puisque de toute façon, à terme, il n'y aura pas le droit de faire cette opération. Alors, au lieu d'annoter le contrôleur entièrement comme étant soumis à autorisation, nous avons la possibilité de le faire au niveau de la méthode. Donc la méthode détail qui montre les détails d'un contact choisi, on va la laisser telle qu'elle, alors que la création, ainsi que la véritable création, la page d'édition, les deux pages d'édition,
les deux points d'entrée d'édition ici vont être soumis à autorisation, donc soumis à ce que l'utilisateur actuel soit connecté, reconnu. Pour l'instant, simplement authentifié, c'est tout ce que l'on demande. Deuxième objectif maintenant, qui va être de dissimuler notre bouton. Pour ça, nous allons dans nos vues, Home, ici, Index, et nous voyons que nous avons ici notre bouton pour l'ajout de nouveaux contacts. Ce bouton maintenant, nous allons le protéger, ou plutôt l'encadrer dans un test qui va valider le fait que nous avons un utilisateur authentifié avant d'afficher le bouton. À noter qu'il nous faut également ici ajouter quelques informations qui doivent être transmises à la vue. Tout d'abord le fait que l'on utilise l'identity et nous avons besoin de recevoir des dépendances qui sont nos Sign-in Manager et User Manager. Voilà, une fois ceci ajouté, je vais valider le résultat. Voilà mon carnet d'adresses. Maintenant, on voit que n'étant pas connecté, je n'ai pas de bouton qui me permettrait d'ajouter. Lorsque je veux aller là sur un groupe, je suis automatiquement redirigé vers l'authentification. Pareil pour pays. Donc, si je reviens à mon accueil, je peux maintenant, en tant que visiteur, invité, je peux voir ici les détails d'un contact. Si je cherche à modifier, je ne pourrais pas le faire. Évidemment qu'il faudrait encore, à ce niveau-là, gérer les boutons correctement. C'est-à-dire ne pas les afficher si je ne peux pas le faire. Je vais donc me connecter ici maintenant. Voilà, une fois connecté, mon bouton apparaît, mes groupes sont visibles, mes pays également. Je peux maintenant naviguer de manière un peu plus large. Dernière étape de mon processus, je veux que mes utilisateurs soient répartis dans différents rôles et que tous n'aient pas les mêmes droits d'accès. Pour faire cela, il va falloir commencer par créer des rôles. Plutôt que de mettre en place toute l'infrastructure nécessaire à la gestion des rôles, je vais ici me contenter de créer des rôles de manière manuelle. Je reviens donc dans ma base de données, je vais aller regarder mes utilisateurs. On relèvera ici une particularité, le fait que le nom, l'ID d'un utilisateur n'est pas un numérique, mais une clé complexe qui a été générée automatiquement par notre Entity Framework. Je vais avoir recours à la même chose dans nos rôles, la définition des rôles, pour avoir un ID, pour respecter cette convention. Nous allons insérer nos rôles dans la base de données au moyen d'une requête SQL où nous allons utiliser la fonction newID qui va nous générer cet ID. Je fais donc deux enregistrements, un pour boss, un pour slave. Exécutons cela. Voilà, et allons vérifier le résultat. Voilà, j'ai mes deux entrées qui ont été créées. Maintenant, je vais attribuer le rôle de boss à mon utilisateur. Donc, si je reprends mon utilisateur ici avec son ID, je vais le copier. Je vais aller dans la table de liaison. L'utilisateur, c'est lui, et notre rôle de boss, c'est celui-ci. Voilà, j'ai donc donné le rôle de boss à mon utilisateur boss. Les changements à réaliser maintenant sont minimes.
La première partie va consister à signaler lors du démarrage de mon service Identity qu'il va devoir faire usage un petit peu plus de fonctionnalités. Voilà, nous configurons nos services avec cette fois pas seulement le Identity User, mais également la gestion des rôles, ainsi que certaines autres fonctionnalités par défaut. Maintenant, nous allons dans notre contrôleur qui gère nos groupes. Et dans ce contrôleur où nous avons la création, eh bien, il nous reste à faire une chose, c'est de signaler le fait que non seulement cette méthode est sujette à autorisation, mais également que l'utilisateur connecté doit bénéficier du rôle de chef pour pouvoir accéder à cette méthode. Pour notre vérification, nous allons avoir besoin naturellement d'un nouvel utilisateur. Alors cette fois, je vais l'appeler slave@acme.com. Voilà, j'ai maintenant un utilisateur connu, connecté, qui peut donc aller consulter les pays ainsi que les groupes. Par contre, s'il veut essayer de rajouter un nouveau groupe, il a un accès qui est refusé. Allons voir maintenant notre utilisateur qui, lui, a les droits d'accès. Et celui-ci va pouvoir poster ici dans son groupe, sa liste de groupes, la création d'un nouveau groupe qui est celui du badminton. Voilà, nous avons donc rajouté à notre application des utilisateurs, des groupes qui pour l'instant sont introduits de manière totalement manuelle dans la base de données. Le module Identity propose naturellement des éléments prédéfinis pour gérer ces groupes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce tutoriel. Ici, il était essentiellement question de gérer notre authentification et les droits d'accès par groupe une fois ceci déjà défini.